Bonjour, alors bienvenue dans les mardis de l'immigration. Cette semaine, j'aimerais parler avec vous d'une question qui m'est extrêmement souvent posée. Par où commencer? Alors il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon dont Valérie en parle par rapport à la mise en place de vos visas. Quel visa choisir, quel est votre projet en fait. Et puis il y a aussi une autre façon qui est la façon, je dirais, moins légale entre guillemets, plus posée à plat en fait, son projet. Par où commencer déjà? Je pense que si ça vous trotte dans la tête, le voyage exploratoire peut être une bonne idée pour venir voir et sentir le Canada, la région que vous avez choisie, dans laquelle vous installez, ou même la province, si c'est le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, de venir un peu sentir ces provinces, voir si elles vous correspondent, si elles correspondent à ce que vous attendez. Et à partir de là, lorsque vous avez fait ce voyage, il peut y en avoir même plusieurs, mais en tous les cas, une fois que vous avez fait ce premier voyage, où je vous dirais, le mieux c'est peut-être de ne pas avoir trop une attitude de touriste, c'est vraiment d'avoir une attitude, vous vous imaginez vivre dans la fameuse province, vivre dans la ville dans laquelle vous êtes allé, puis vous dites, est-ce que je pourrais vivre là? Donc ça, je pense que c'est déjà une première étape. Puis si vraiment ce pays vous attire, vous y êtes bien, alors il y a plusieurs façons de faire, hein, il n'y a pas que des façons uniques. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, décident en 15 jours, 3 semaines, tout est lancé. Et puis, en fonction du visa choisi, on va dire qu'entre 3 mois et 3 ans, elles arrivent et s'installent au Canada. Et puis, il y a des personnes pour qui le processus va être plus long, va prendre plus de temps. Vous avez certainement vu dans les émissions précédentes, il y a l'histoire notamment de Béatrice, pour qui ce projet a mis 10 ans. 10 ans parce que entre-temps, elle a eu un enfant, parce que elle avait d'autres choses à préparer. Et voilà, c'était son rythme à elle avant d'arriver au Canada. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Maintenant, je dirais que une fois que vous êtes certain de vouloir venir vivre au Canada, ou en tous les cas, même si ça vous trotte dans la tête, étant donné le temps que peut prendre une résidence permanente, si jamais vous décidez d'immigrer sous le sceau de la résidence permanente, donc soit l'entrée express si c'est le Canada hors Québec, soit mon projet Québec si c'est le Québec. Je vous dirais, si c'est vraiment la résidence permanente que vous cherchez, prenez votre temps. Même si c'est juste une simple idée qui vous trotte dans la tête comme ça pendant quelques années, préparez-le maintenant. Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, quand ça tombera, parce que peut-être que ça tombera, ben, ça risque d'être trop tard en fait si vous y mettez à ce moment-là. Parce que vous serez dans un processus de changement, vous aurez envie de partir tout de suite, et puis il faudra à nouveau réattendre un délai de 2-3 ans. Alors que si vous le faites maintenant, en prenant votre temps, en vous disant bah, de toute façon j'ai 3 ans, sans trop vous poser de questions, en vous disant bah voilà, de toute façon je vais continuer ma vie telle qu'elle est avec le travail que j'ai et puis bah voilà, si ça marche tant mieux, je serai ravie, puis si ça marche pas, bah, je verrai comment je peux faire autrement et comment les choses se mettent en place. Voilà, vous voulez vraiment venir avec une résidence permanente, faites-le maintenant. Faites-le maintenant parce que ça prend du temps, ça prend vraiment entre 2 et 3 ans. Donc au total, hein, entre le moment où vous obtenez votre CSQ et le moment où vous allez réellement arriver. Donc si c'est juste une simple idée qui vous trotte dans la tête, voilà, je vous dirais ça. Maintenant, donc pour répondre à la question par où commencer. Donc par où commencer, voyage exploratoire. Ensuite, je dirais, posez votre projet. Prenez un papier, un crayon, et vous pouvez le faire seul avant, sans forcément le faire dans le couple. Et puis, quel est votre métier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter à ce pays, à l'économie du pays? Est-ce que votre métier est un métier qui nécessite de repasser des examens? Est-ce qu'il est sous couvert comment dire, de syndicats? Est-ce qu'il y a un ordre professionnel? Est-ce que cet ordre professionnel va vous demander une reconnaissance des diplômes? Est-ce que si la reconnaissance des diplômes n'est pas suffisante, est-ce qu'on va vous redemander de passer un examen? Ça, c'est vraiment, faites des recherches approfondies. Alors bien sûr, vous pouvez faire appel à des personnes comme
comme Hélène, à des personnes comme Valérie, à des personnes comme moi, bien sûr. On peut vous prendre un peu par la main et vous aider à bâtir ce projet. Vous pouvez faire appel aussi, si vous avez un projet, je dirais, de création de société, d'entreprise, vous pouvez faire appel aux chambres de commerce, notamment à la Chambre de commerce de Montréal, si vous avez choisi Montréal, ou sinon à la Chambre de commerce internationale française, qui est également implantée au Canada. Donc je veux dire, voilà, vous pouvez déjà vous poser des questions de qu'est-ce que je viens faire dans ce pays? Qu'est-ce que je viens bâtir? Est-ce que je recommence à zéro? Et puis, est-ce que je suis prête à recommencer à zéro? Quels sont mes acquis? Qu'est-ce que je sais faire? Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et puis, je viens avec mes enfants. Dans quel système est-ce que je veux les mettre? Système anglophone, système francophone? Est-ce que je viens en résidence permanente, donc ce sera forcément le système francophone. Mais est-ce que je veux un système français ou plutôt un système québécois? Ou alors si je suis dans une autre province, comment ça se passe? Quelles sont les écoles? Faites des recherches. Posez les choses sur un papier. Lancez votre visa. Quel visa vous correspond? Est-ce que vous avez moins de 35 ans? Est-ce que vous pouvez faire un PVT? Est-ce que vous pouvez accéder aux jeunes pros? Est-ce que vous pouvez essayer d'aller chercher du travail et avoir une promesse d'embauche qui va vous permettre d'aller décrocher en fait un contrat jeune pro? Et puis comment est-ce que vous expliquez à un employeur, si jamais il ne connaît pas ici le contrat jeune pro, qu'est-ce que vous savez de ce contrat? Comment est-ce que vous allez aller lui expliquer, par exemple? Est-ce que vous savez que ça va lui coûter seulement 230 $ pour pouvoir vous récupérer vous si vous êtes le candidat idéal? Comment ça se passe? Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en place. Est-ce que vous venez avec un permis d'études? Est-ce que vous créez une filiale de votre entreprise et puis vous arrivez ici en vous embauchant vous-même? Est-ce que vous venez en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous venez en tant qu'investisseur? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous allez apporter au Québec ou au Canada, pardon? Pas qu'est-ce que ce pays va vous apporter à vous, mais vous, qu'est-ce qu'économiquement parlant vous allez venir faire? Ça, c'est important de se poser cette question-là dans ce sens-là, en fait, et de bâtir votre projet en fonction de ça. Qu'est-ce que j'apporte à l'économie canadienne? Quelles sont mes connaissances? Qu'est-ce que je sais faire? Quelle est ma valeur ajoutée? En fonction de ça, vous faites tous les petits échelons. Le visa, la sélection du visa. Si vous ne savez pas le choisir tout seul, vous pouvez faire appel à des personnes comme Valérie, qui est consultante réglementée en immigration canadienne et qui est spécialisée donc là-dedans, qui légalement a le droit de le faire. Elle peut vous aider à trouver le visa adapté à votre situation. Et puis, une fois que vous avez mis en place ce visa, où est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre dans une grande ville? Est-ce que vous voulez vivre en région? Où est-ce que vous voulez vivre au Canada? Est-ce que vous choisissez une immigration spécifiquement pour la province du Québec? Ou est-ce que vous choisissez d'autres provinces du Canada? Est-ce que vous parlez anglais? Si vous ne parlez pas anglais, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à prendre des cours d'anglais? Choisir une application pour tous les soirs travailler votre anglais? Aller chercher des cahiers d'exercices? Préparez tout ça. Préparez votre arrivée. Préparez même, je dirais, ce départ longtemps à l'avance. Parce que c'est bien beau de vouloir vous mettre en quête, c'est bien beau de vouloir quitter votre pays pour venir ici, mais ce pays, le Canada, a des exigences. Et à partir du moment où c'est une immigration qui est choisie, on va vous choisir selon des critères, on va vous choisir selon vos critères d'études, selon votre âge, selon si vous venez avec des enfants ou pas, quel métier vous avez, de quel pays vous venez. On va vraiment choisir. C'est vraiment quelque chose qui se prépare. Ça peut aller très vite. Il y a des gens qui vont très vite, mais ils vont très vite aussi à la préparation du projet dans leur tête. C'est-à-dire que dans leur projet, tout est déjà calé. Toutes les étapes sont déjà faites. Puis il y a des gens qui sont un petit peu plus longs, la préparation va être plus longue. Mais en tous les cas, ça se pose vraiment sur papier, dans votre tête si vous préférez. Il y a tout un tas d'étapes à franchir. Des étapes que vous pouvez franchir plus ou moins vite en fonction de vos personnalités. Et puis surtout, ça en passe par l'apprentissage de ce pays, comment s'est construit ce pays, quelle est sa culture. Parce que malheureusement, on croise un peu trop de personnes qui sont allées un peu vite. Et puis, qui sont persuadées que ce pays va leur correspondre, et puis que la province qu'ils ont choisie va leur correspondre. Et puis finalement... on lit de temps en temps, on m'a écrit ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps,
sur un commentaire par rapport à un post que j'avais pu faire, de personnes qui disent oui c'est ça, venez vous Français, alors on s'adressait surtout aux Français, de toute façon vous venez ici en tant que conquérant. Donc attention à ça, à l'image que vous allez donner quand vous allez arriver. Quelle image de vous est-ce que vous voulez donner? Est-ce que vous voulez donner l'image de quelqu'un de humble, de résilient, de quelqu'un qui en veut, mais de quelqu'un qui est à l'écoute? Ou est-ce qu'au contraire vous voulez avoir cette attitude de j'ai tout vu, je connais tout, je suis parisien? Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut être à l'écoute. Ne croyez pas que sous prétexte qu'un concept n'existe pas, c'est parce qu'ils n'y ont pas pensé. Les Canadiens ne sont pas des imbéciles. Les Canadiens lancent des business, lancent des affaires, excusez-moi les Québécois, en fonction des études de marché qu'ils ont réalisées et en fonction du comportement des gens. S'il n'y en a pas, c'est pas qu'ils n'y ont pas pensé. S'il n'y en a pas, c'est qu'a priori ça ne marchera pas. Ça, c'est important à le savoir. On n'est pas dans un pays avec des imbéciles. On est dans un pays avec des gens qui voyagent, qui ont une ouverture sur le monde incroyable, un multiculturalisme qu'on ne connaît, enfin que moi je ne connais nulle part ailleurs. Donc je veux dire, si ça n'existe pas, posez-vous les bonnes questions. Vous voulez lancer un business ici? Faites des études de marché. N'arrivez pas comme ça en terrain conquis. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est peut-être un peu fouillis la façon dont je vous raconte tout ça aujourd'hui, mais c'est vrai que une arrivée, vous voulez venir, posez votre projet. Vous pouvez le faire très rapidement, il y a des gens qui arrivent très rapidement, mais posez votre projet. Et la question majeure, je vous la repose, qu'est-ce que vous apportez à l'économie du Canada? Pas qu'est-ce qu'on vous donne. Qu'est-ce que vous apportez à l'économie du Canada? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous allez offrir comme service? Est-ce que vous êtes prêt à recommencer à zéro? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. On va se retrouver après la pause avec Valérie. Et ensuite, on aura Anne-Sophie, qui est arrivée il y a à peu près 3 ans au Québec et qui était opticienne en France. Et en fait, en arrivant ici, elle a dû repasser une équivalence. Et maintenant, elle est opticienne ici au Québec après cette équivalence. Et bien sûr, en fin d'émission, on retrouvera Hélène qui va être là à nouveau pour nous permettre de réfléchir et de nous poser de bonnes questions par rapport à un changement de carrière, changement de vie, à la transition. Qu'est-ce que ça fait en nous et comment on s'arme pour ces changements et pour ces transitions. On se retrouve tout de suite après la pause et merci de suivre du côté de Montréal. Vous êtes 13 000 followers aujourd'hui sur la page Facebook. C'est un bonheur pour moi de savoir que vous êtes si nombreux. Les portées de publication sont incroyables. Donc merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre, de partager. Et si on peut vous aider à bâtir votre projet, c'est avec grand bonheur. Allez, à tout de suite. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci. Alors, cette semaine, quelle question as-tu pioché? Où en sommes-nous? Eh ben, en fait, c'est la question de Catherine qui est un peu perdue au niveau enfin, pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est que le CAQ, comment est-ce qu'on obtient le permis d'études, qui doit faire la demande de CAQ quand on vient faire des études au Québec. D'accord. Et CAQ, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le certificat d'acceptation du Québec. D'accord. C'est un document qu'on ne demande que si on vient étudier au Québec. Étudier ou travailler au Québec. À travailler aussi. Aussi. D'accord. Donc c'est en fait, c'est vraiment délivré par le ministère du Midi, d'immigration du Québec. Et c'est une demande ponctuelle par le requérant principal, le demandeur principal. D'accord. Donc c'est la personne qui ou vient travailler ou faire des études.
D'accord. Donc on choisit dans le couple, s'il y en a un qui vient faire ses études, ça va être lui le demandeur principal. S'il y en a un qui a déjà un employeur et qui a besoin d'un permis de travail, c'est lui qui va être le demandeur principal. D'accord. Dans ce cas-là, on fait une demande de CAQ. D'accord. Cette personne-là fait sa demande de CAQ. Donc ça, c'est simple et compliqué à la fois parce que ça se fait en ligne. Il y a 2 étapes. Ça se fait en ligne. Ça coûte $113. On a exactement 30 minutes, le système vous donne 30 minutes pour faire la demande et c'est assez frustrant parce que si vous n'arrivez pas à faire la demande rapidement, le système se coupe et il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Donc en fait, il faut réunir bien tous les documents, toute l'information, taper assez vite et rentrer. C'est pas très compliqué en soi. Donc on transpire. C'est assez basique. On transpire un peu, on serre les fesses. On s'énerve. Et on y mais va. où est-ce que tu as mis ce papier? Non mais écoute. Non, il faut être bien préparé. On rentre, on fait sa demande, on valide, ça part, ça c'est pratique. Et après ça, en fait, le système vous demande d'imprimer le formulaire qui s'est donc auto-rempli avec l'information que vous avez donnée. Et avec cette information, donc le formulaire s'imprime, vous devez coller vos petites photos, rajouter une photocopie de passeport, lettre d'acceptation ou contrat de travail de l'employeur. Et on envoie tout ça à Montréal. D'accord, donc là, c'est pas comme quand tu le fais avec papier, que tu dois mettre tout dans l'ordre. Il y a un petit ordre, mais il y a 4 feuilles en même temps, donc c'est pas très compliqué. Donc il y a quand même un ordre. Il y a toujours un ordre. De toute manière, on suit toujours l'ordre. Ça, c'est pour tous les ministères. Parce que si on ne suit pas l'ordre, le dossier est refusé. Non, il n'est pas refusé. Ça met toujours plus de temps. Mais là, en même temps, c'est tellement petit, ce dossier-là, qu'il y a peu de chances de se tromper. D'accord. Bon, enfin, c'est quand même bien de mettre dans l'ordre parce que comme ils vont un peu vite à regarder, si c'est pas dans l'ordre, on leur fait perdre du temps, voilà. Voire. Donc le seul truc du CAQ, c'est que c'est en 2 étapes. Il y a la partie électronique, on remplit sa demande en ligne. 30 minutes, $113. On met tout dans une enveloppe, on envoie à Montréal, on poste. En gros, ça prend 10 jours dans les bonnes périodes, 3 semaines quand c'est un peu plus, voire 5 semaines quand on est limite trop proche de la rentrée scolaire. Et si votre employeur vous attend... 3 semaines après pour recevoir le CAQ. Le CAQ. D'accord, donc c'est 3 à 5 semaines. Et même 10 jours dans les bonnes périodes. Ah, c'est chouette, ça. Non, quand on s'y prend bien à l'avance, c'est assez rapide. Donc l'avantage de ce CAQ, c'est que vous recevrez d'abord un email qui vous confirme que votre demande a été ou acceptée ou refusée. Voilà. Et si la demande a été approuvée, avec ce courriel, vous pouvez déjà enclencher la demande de permis d'études ou de travail. D'accord. Pas besoin d'attendre le certificat d'acceptation du Québec, le CAQ officiel, qui est un petit papier, en fait, une belle petite feuille. Vous en recevrez d'ailleurs 2 exemplaires, une qui est pour vous, le requérant, et une pour immigration. Ah oui, alors d'ailleurs, quand on remplit le CAQ, est-ce qu'il faut remplir également les informations si tu as des enfants, si tu as... Oui, ils vont demander combien de personnes dans la famille, mais il n'y a que le demandeur principal qui va faire la demande de CAQ. D'accord, et dans sa demande de CAQ, il met tous les autres. Il met tous les autres, mais les autres ne recevront pas de CAQ. D'accord. Il indique le nombre de personnes. C'est ça, le nom, le prénom, la date de naissance. Oui, mais même pas, parce que, en fait, pour le CAQ, c'est principalement le requérant principal. C'est au moment du permis d'études. Par contre, s'il ne les a pas marqués sur le CAQ, est-ce que du coup ça bloque pour le permis d'études? Ça ne change rien parce que de toute manière, il n'y a que le requérant principal qui a besoin du CAQ. D'accord, ok. Enfin, de toute manière, on ne cache jamais d'informations, on indique bien, on répond bien aux questions. Et si on vous demande avec combien de personnes de la famille vous voyagez, vous indiquez bien avec combien de personnes de la famille vous voyagez. Exactement. Donc, une fois qu'on a son permis d'études, enfin qu'on a son CAQ, pardon, on a obtenu sa petite lettre qui confirmait qu'on l'avait reçue, on enclenche tout de suite vers la demande de permis d'études ou de travail, suivant le cas. Et surtout, on n'attend pas de recevoir le CAQ officiel. En papier, une fois qu'on a le mail qui confirme. Ça peut reprendre encore 3 semaines. D'accord. Parce que c'est le Québec qui va vous l'envoyer par la poste. Et c'est la poste, j'allais dire, la moins chère possible, quoi. Ils mettent vraiment le petit timbre, le plus petit timbre. Donc, une fois qu'on a le mail qui confirme qu'on a été accepté, on peut lancer la demande de permis d'études. Ou de permis de travail. D'accord, ok. Donc, surtout, on n'attend pas. Ça va venir, de toute manière, ça va arriver. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, ça, le permis d'études ou le permis de travail, c'est encore sur le site du Midi? Ah non, là, on passe au fédéral. D'accord. Vous avez terminé la partie provinciale, Québec. D'accord. Sachant qu'un CAQ n'est pas une autorisation de voyage. Ah non, complètement. Ou de séjour. On est d'accord que le CAQ en lui-même, ça ne vous permet pas de sauter dans un avion et d'arriver vous installer. C'est ça. Il faut encore la partie fédérale. Voilà, il faut encore la partie fédérale. Donc, on enclenche la partie fédérale avec son petit numéro de CAQ. On est content. Sur le site du fédéral. Du gouvernement du Canada. cic.gc.ca. D'accord.
Donc une fois que, suivant qu'on part pour des études ou pour du travail, le demandeur principal fait sa demande de permis d'études. Toujours en ligne? Toujours en ligne. Et là, en ligne, l'avantage, c'est qu'on peut tout de suite faire la demande des autres permis pour le reste de la famille en même temps. On fait sous la même demande, j'allais dire, les demandes de toutes les personnes. D'accord. On ne s'amuse pas à créer un dossier par personne parce que sinon les demandes ne vont pas être associées et l'agent il va un peu s'en mêler les pinceaux à essayer de retrouver tout le monde dans le système. Là, on commence avec une demande, on dit est-ce que vous voulez faire une demande pour un autre membre de la famille? Oui. Et on continue. Alors on continue tout de suite avec son conjoint qui va avoir un permis de travail ouvert. Sans CAQ, tout ce qui est les autres membres de la famille n'ont pas besoin de CAQ. Il n'y a qu'un seul CAQ pour celui qui travaille ou celui qui étudie. Principal, exactement. Et après ça, donc le conjoint a droit seulement à un permis de travail ouvert ou en tant que visiteur. Il a le choix, mais bon, autant profiter du permis de travail ouvert, qui sera valide pour la même durée que le permis d'études ou de travail du conjoint. Et ça coûte combien? Alors, les permis d'études coûtent $150, les permis de travail ouverts coûtent $255. D'accord. Donc, le conjoint demande son permis de travail ouvert et les enfants, moi je vous conseille, même les enfants, si les enfants ne sont pas en âge d'être scolarisés, de demander des permis d'études. Pourquoi? Parce qu'au moins ils auront une fiche de visiteur, je veux dire un permis pour la même validité que vos études ou votre emploi de travail. Alors que s'ils se présentent comme visiteurs, parce que l'opération simple, ça serait de dire, bah oui, mais bon, je vais payer pour un AVE. Ils viennent comme visiteurs. Vous pouvez le faire s'ils ont moins de 6 ans, mais à l'arrivée, l'agent, il va peut-être pas être aussi sympathique qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'il va peut-être oublier de leur faire une fiche de visiteur qui serait valide pour la même validité que les parents. Oui, c'est ça. Et du coup, tous les 6 mois, vous allez devoir demander des prorogations. Et les prorogations, c'est $100 à chaque fois. Donc moi, je dis, il vaut mieux payer les $150 tout de suite. De permis de visiteur? De permis d'études pour les enfants. Déjà parce que comme ça, si à un moment ils rentrent en âge d'être scolarisés, ils ont déjà leur permis d'études. C'est ça. Et en plus, vous êtes couvert pour toute la période. Vous n'auriez pas le doute de savoir est-ce que l'enfant est hors statut, est-ce qu'il faut que je refasse une extension. Il y en a plein qui tombent dans ce schéma-là et c'est compliqué après. Et attention quand vous passez les douanes, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, mais qui m'est arrivée personnellement, donc c'est un cas réel. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à la douane, on nous a bien fait le permis d'études pour mon conjoint, et puis on m'a expliqué que j'avais droit à un permis de travail ouvert, très bien, merci, ils ont vu qu'il y avait les enfants, ils savaient que les enfants allaient étudier puisque c'était quand même 15, 14... donc ils étaient en âge d'être scolarisés. 10 et 12 ou 10 et 11, mais tu n'avais pas fait la demande de permis d'études? Si, on avait tout fait, etc. Sauf qu'il n'a fait que le permis d'études de Jérôme, donc de mon conjoint, de mon mari. On est parti, puis quand on est arrivé à la banque, ils nous ont demandé forcément notre permis et notre visa. Donc moi, j'ouvre mon passeport et on me dit, mais c'est pas ça du tout, il me faut le papier, il faut le permis. Le permis. Et donc, on est retourné à l'aéroport. À l'aéroport, on nous a dit non, vous faites le tour du poteau, vous sortez du pays, vous revenez, sachant qu'on était arrivé depuis 3 jours à Montréal, et qui s'était trompé à l'aéroport, à la douane. Oui. Donc, on est sorti du pays, on est allé à Burlington, on a mangé un bon sandwich au homard ou au crabe, je ne sais plus. Près du lac. Les enfants se sont baignés, on est re-rentrés. Et effectivement, à ce moment-là, on m'a fait mon permis de travail ouvert. J'ai payé mes $255. J'ai payé les $150 par enfant pour les 4 enfants. Vous n'aviez pas fait la demande avant. Parce que normalement, quand on fait la demande avant, tout est payé d'avance, quoi. Écoute, c'est mon avocate qui s'en est occupée. On était bien partout, hein. Ouais, bon, il y a eu un hic. Mais il y a eu un hic, mais bon, c'est pas grave. Donc, pourtant, il m'a bien dit, le douanier. Hein. Ouais, vous savez que vous avez votre permis de travail ouvert, ok. Sauf qu'il m'a rien donné. Alors, est-ce qu'il aurait fallu que je lui dise, je le veux bien? Non, parce que normalement, tout est payé d'avance, tout est fait. Moi, si vous faites ce que je vous dis, il n'y aura pas ce problème-là. En tous les cas, voilà, moi, j'étais pas dans les... Je connaissais pas Valérie à l'époque. Donc, vérifiez bien qu'on vous donne tous vos papiers à la douane quand même. Non, vous faites votre demande de permis d'études, vous payez tout. Donc, vous faites votre demande de permis d'études ou de travail en ligne. Ça, c'est tout en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, à moins qu'on vous appelle pour une entrevue, si jamais il y a entrevue. Mais, ou alors, si jamais vous passez par quelqu'un qui, comme moi, m'avait fait un truc papier... Et donc, c'est pour ça que j'ai dû me déplacer. Peut-être. Et du coup, non, c'est tout en ligne, il n'y a aucun déplacement à se faire. Vous payez votre demande de permis d'études, de permis de travail ouvert et permis d'études pour les enfants.
Et surtout, vous attendez la décision finale qui peut prendre, alors ça c'est toujours pareil. Ça veut dire qu'une fois qu'on a payé, si jamais on est refusé, c'est payé. Ah oui, c'est perdu. Mais de toute manière, toutes les démarches, à partir du moment où il y a un frais associé à une démarche quelle qu'elle soit, c'est non remboursable et la décision peut être positive ou négative. D'accord. Ok, donc c'est de l'argent, c'est sûr. Le CAQ, c'est $113 que vous allez perdre ou pas suivant. C'est ça. C'est pas parce que vous avez le CAQ que le fédéral va vous accepter. Ah non, non plus. C'est pas du tout. C'est bon quand même, normalement, c'est bon signe. Mais ça ne veut rien dire. Non, d'ailleurs, les permis d'études, c'est très dur. Hein. Je vous cache pas que c'est pas. C'est de moins en moins facile. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on a obtenu. Parce que je dirais que le CAQ, c'est quand même 100% de chance de réussite à l'examen. Tandis que. Si vous avez une lettre d'acceptation d'une école ou un contrat de travail d'un employeur. Donc, je veux dire, le CAQ, généralement, c'est quand même relativement dur de ne pas l'avoir. Le permis d'études ou le permis de travail, c'est plus compliqué. Donc, il faut faire un beau petit dossier. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, vous attendez la décision. La décision, elle va arriver pareil, par courriel. Donc là, ça prend combien de temps? Et bien là, justement, ça peut varier aussi parce que tout dépend de la période de l'année à laquelle vous avez envoyé votre demande. D'accord. Je dirais qu'en ce moment, là, on est en mars, ça va encore. Mais une fois que vous atteignez mai, juin et qu'on se rapproche, par exemple, de la rentrée scolaire, les choses se compliquent. D'accord. Et il y en a qui ont peur de louper leur rentrée et les écoles sont assez spécifiques là-dessus. C'est-à-dire que si vous perdez la rentrée, généralement, ils ne vous acceptent pas dans la session. Donc, ils le savent. Ils vous l'indiquent dans leur lettre. Ils disent attention, nous ne vous accepterons pas si vous arrivez après la rentrée scolaire, qui est le 23 août généralement. Oui, c'est ça, entre le 20 et le 23 août. Donc, si vous n'arrivez pas à envoyer votre dossier avant le 30 mai, là, ça commence à être compliqué. Chaud. Quoi. Ça peut être chaud parce que ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois. Par contre, si c'est pour un employeur... Ah non, les employeurs, généralement, c'est assez rapide. Ouais. Ça, les permis de travail, c'est plus rapide. Et puis, généralement, on arrive à... Ils savent qu'il y a un employeur qui attend l'employé. Donc, ils essayent d'aller vite. Bon, les permis d'études aussi, ils essayent d'aller vite parce qu'ils savent que... il y a des études à la clé. Il y a des études à la clé. Et puis, que c'est un business quand même pour le Canada. Donc, non, ils essayent quand même de remplir toutes les demandes et d'essayer de les traiter le plus vite possible. Mais on ne sait jamais. Donc, moi, je dirais essayons de faire les choses sans stress. En plus, ça vous permet d'arriver un petit peu avant la rentrée, pas le jour J. Voilà. Et puis même pour avoir la lettre d'acceptation de l'établissement, il y a des dates d'inscription limites. Oui, de toute manière, je crois qu'après le 15 mars ou après le 30 mars ou quelque chose comme ça, il n'y a plus possibilité de s'inscrire. Oui. En tous les cas, pour la session qui commence en août, si c'est une session en janvier, vous avez à nouveau du délai. Mais pour la session... d'automne. Oui, d'automne. D'automne, c'est ça. Donc c'est en août, mais c'est automne. Il faut s'inscrire maintenant. Quoi. Ouais, non, et jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars pour et puis recevoir sa lettre. Et puis après ça, du coup, on a 3 mois pour faire les demandes. Donc ça donne un peu de temps. Normalement, ça va. Donc vous recevez votre lettre en fin qui dit que vous avez été accepté votre permis d'études est accepté. Génial. Cette lettre, c'est écrit en gros en bas, n'est pas un document de voyage non plus. Alors elle inclut votre AVE. Généralement, ils incluent l'AVE. Vérifiez que c'est soit mais alors écrit. Que pour le requérant principal. Ah ben non, chaque personne... nous, on l'a pas eu. Non mais toi on va plus te parler de ton cas parce que je sais ce qui s'est passé, c'est une erreur. D'accord. Nous, alors on est vraiment plantés, on s'est fait avoir. Pourtant, j'ai payé cher, alors ne vous faites pas arnaquer comme moi, s'il vous plaît. Non, et je vous recommande Valérie. Non, chaque personne reçoit sa petite lettre avec son numéro de permis, son AVE, tout est bon, tout est propre. Donc on arrive, on prend son avion, on part avec le CAQ pour le demandeur principal et chaque personne avec sa petite feuille qui dit que le permis d'études ou de travail est accepté. Et avec ça, on se présente à l'aéroport. En France, côté France, ça il vous laisse partir. Et côté Canada, du coup, vous voyez un agent. Et l'agent, un deuxième agent, hein. Bah oui, parce que vous passez la première ligne, il vous dit oulala, vous c'est compliqué, il y a des choses à faire. Bureau d'immigration. Directement en deuxième ligne. C'est ça. Pas de stress, là, comme vous avez tous vos petits papiers en main, ça va très bien se passer. Ils sont même heureux de vous accueillir. On n'oublie pas l'assurance. On n'oublie pas les assurances. Alors si vous êtes français, il y a des accords entre la France et le Canada, généralement pour le demandeur principal seulement. Donc vérifiez parce que la famille qui accompagne n'est pas forcément couverte. Les enfants peuvent, si le parent, si c'est généralement travail, c'est encore un autre cas de figure.
parce que généralement les employeurs prennent en charge toute la famille, mais pour l'étudiant, malheureusement, c'est l'étudiant, parfois ses enfants, mais le conjoint, non. Donc vérifiez tout ça avant de partir, parce que sinon, il va falloir que vous preniez vos assurances. Et vous assurez que tout le monde est bien couvert avant d'arriver. Donc je sais plus où j'en étais. Donc on arrive à la douane, donc, deuxième ligne de douane. Et là en deuxième ligne, bah là l'agent va vous imprimer en fait. Enfin là à ce moment-là, vous allez obtenir vos permis d'études. Vous obtenez vos permis d'études et de travail respectifs. Chacun le sien qui sera attaché dans votre passeport. On n'y touche plus. Mais ce sont ces petits papiers couleur jaunâtre, marronâtre là. Oui, c'est bien écrit, un peu épais. Permis de travail avec les conditions imposées pour si vous pouvez travailler, pas travailler. Moi, j'ai avec qui, pas le droit de travailler dans le domaine du sexe. Bah non, ça c'est interdit. Quelle tristesse, franchement. Voilà. Écoute, donc, moi qui pensais faire carrière. Et ben non, ça on ne peut pas. Les enfants, il s'est écrit qu'ils peuvent travailler seulement pendant les vacances. Enfin, ils peuvent travailler 20 heures semaine ou pendant les vacances. Les vacances. Donc voilà, enfin c'est bien écrit. L'agent généralement vous explique tout. Vous avez la validité du permis qui est valide, donc elle s'associe au permis du demandeur principal. Donc, s'il vient étudier 3 ans, tout le monde va avoir un permis de 3 ans. S'il vient étudier 1 an, tout le monde va avoir un permis d'1 an. D'accord. Voilà, donc tout le monde est associé au demandeur principal. Et c'est lui qui donne en fait la validité finale pour tout le monde. Bon. Et c'est comme ça que ça se passe et normalement ça pose pas de problème, il n'y a pas de visite à faire, alors sauf si vous voulez travailler pour les enfants conjoint. Alors non, pour les enfants non, mais je dis si le conjoint il veut travailler dans le milieu hospitalier, médical ou scolaire, il faut passer une visite médicale. C'est ça. Parce que comme ça, votre permis ne sera pas, il n'y aura pas de restriction. Vous aurez justement l'autorisation de travailler dans ce genre de métier. Et ça, il faut le faire à quel moment Alors, il faut le faire avant de passer ou au même avant moment. Avant de déposer le permis. Mais je dirais avant de passer le permis. D'accord. Et puis, il y a un lien dans le site qui vous dit, vous tapez dans le moteur de recherche du site de CIC examen médical, et puis ils vont vous donner la liste des médecins qui sont autorisés près de chez vous, en fait. Donc ça, c'est si le conjoint veut travailler, enfin si l'un des conjoints veut travailler en médical, enfin en hôpital, en milieu hospitalier, scolaire. Enfants, c'est ça. Ouais. Ok. Bon. Voilà. Donc en gros c'est ça. Et, le permis d'études, sachez qu'il y a des études qui demandent, qui incluent une partie stage. D'accord. Donc, quand on fait son permis d'études, il y a moyen effectivement de cocher à un moment que vos études incluent un stage obligatoire. Et du coup, vous aurez un permis d'études qui inclut un permis de travail vous autorisant à travailler à plein temps, malgré tout dans une session d'études et non pas des vacances. Et donc, ça vous donne cette possibilité de travailler pendant une session pour un stage. Oui, parce que dans le permis d'études, si ce n'est qu'un permis d'études normal, un étudiant étranger n'a le droit de travailler que 20 heures par semaine ou à plein temps pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc, si on a un stage à plein temps, forcément, il faut que le permis d'études inclue cette partie stage. Et on doit préciser le nombre de mois du stage à plein temps ou... Non, parce que c'est écrit dans la lettre d'acceptation. Normalement, c'est écrit que l'étudiant devra, afin de terminer ses études, l'étudiant devra faire un stage de X temps, 4 mois généralement, qui fait partie intégrante du programme. Du programme. Voilà. Ok, donc ça, c'est si c'est inclus dans le programme. Ouais. Mais juste, quand on fait sa demande de permis d'études, il faut bien cocher la petite case qui inclut le permis de travail du stage. Bon, si vous ne savez pas comment faire, Valérie est à votre disposition. Valérie fait de la révision de dossier uniquement aussi. Vous pouvez tout faire. Moi, j'ai tout fait faire. Vous voyez, je me suis fait planter. Oui, non, toi, on n'écoute pas ce qu'a dit Géraldine, c'est une horreur. Ça ne doit pas vous arriver. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, bon, voilà, nous, on a quand même payé une certaine somme quand même. C'est dommage. Je ne savais pas que je m'étais fait... moi, je pensais que c'était une erreur du douanier, alors qu'en fait, c'est une erreur de l'avocate à la base. Parce que on arrive ici, on a tout fait et on n'a rien à faire. C'est juste au douanier d'imprimer. Et puis, tout est déjà dans le système. Il a juste à imprimer. Il valide ce qu'il y a dans le système et il imprime. Waouh! Bon, ok, c'est pas grave. J'apprends au bout de presque 3 ans que je me suis fait planter alors que j'ai payé je sais pas combien de frais d'avocat. Merci Valérie. C'est pas grave, on est là pour ça. Mais bon, je suis là quand même. Oui, ça c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Ok. Donc, passez par Valérie s'il vous plaît pour de la révision de dossier ou faites-le tout seul si vous voulez, débrouillez-vous. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire appel à un professionnel...
Je pense que voilà, je vous ai trouvé la bonne. Mais en tout cas, on stresse pas en soi. C'est relatif. Il faut être ordonné, quoi. C'est toujours ordonné et puis suivre bien les instructions. Pas mal de lecture, mais. Oui, beaucoup de lecture, beaucoup de temps. Et puis donc, pour le CAQ, c'est 30 minutes en ligne. Donc, on a tout préparé en avance. Hein. Voilà. Et on sue, vous allez vous engueuler avec votre conjoint. C'est normal. Il n'y en a qu'un à faire en même temps, donc on se concentre. On se concentre 30 minutes. Donc, voilà. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Merci. Et puis, pour nous, on se retrouve tout de suite après la pause. La parole est à vous, vous est présenté par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Géraldine. Alors, on va parler aujourd'hui de cette immigration. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et donc j'aimerais que tu m'expliques, tu es arrivée il y a presque 3 ans. En août 2015. D'accord. Et tu es opticienne. Oui. Tu étais déjà opticienne en France. Oui. Tu étais propriétaire de magasin. Ouais. Et est-ce que c'est facile de redevenir opticienne ici? Est-ce que on le devient immédiatement? Comment ça se passe? Non, c'est pas automatique. C'est pas très compliqué non plus. Alors, c'est ce qu'on appelle une équivalence. Donc, on retourne faire un peu d'études. D'accord. Donc, on repart. Bon, c'est bien, ça se fait facilement quand même. Ça prend 2 mois à peu près. On suit des cours, des exercices. Et puis, on passe un diplôme. Ça prend 2 mois. Et puis, on appelle ça une équivalence pour être opticienne d'ordonnance du Québec. D'accord. C'est un ordre professionnel. D'accord. Pour faire partie de cet ordre, il faut absolument ce certificat. Sinon, on ne peut pas travailler en tant qu'opticien. Même si tu es opticien français, tu ne pourras pas te dire opticien au Québec si tu n'as pas cette fameuse équivalence. Ça, c'est très important. Puis une fois qu'on l'a, on l'a à vie, quoi. On ne repasse pas, c'est fini. Hein, mais ça prend, tous les opticiens français sont obligés de le faire. Et alors, est-ce que tu as remarqué entre ce que tu faisais avant et ce que un opticien français peut faire et un opticien ici fait? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y a quand même beaucoup de différences. On s'occupe beaucoup de tout ce qui est verre de contact, ce qu'on appelle lentilles en France. On s'occupe de A à Z des verres de contact. C'est surtout ça que ça prend dans l'équivalence. On fait beaucoup de verres de contact, ce qui est le domaine des ophtalmologues en France, mais ici c'est le domaine des opticiens. Donc voilà, les verres de contact de A à Z. Et puis non, le reste après, le travail classique, c'est pareil. C'est facile de trouver un emploi? Ce qu'on ne fait pas, c'est les tiers payants. Ça, c'est le bonheur. Il n'y a pas de tiers payants. Pas de papier, pas de paperasse. Enfin, moi, je passais 80% de mon temps à faire de la paperasse. Donc ici, je reviens à mes essentiels. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu m'as demandé juste après? Est-ce que c'est facile de trouver du travail en tant qu'opticien? Je ne pensais pas que c'était si facile. Je pensais que j'allais avoir, comme en France, envoyer des CV, puis attendre. Puis en fait, là, je pense que j'ai trouvé avant de chercher. C'est ça, en fait. On est venu me chercher, en fait. Et puis, non, c'est facile. Il n'y a pas d'opticiens, pas assez d'opticiens au Québec. Ils vont même en chercher dans les écoles, à la sortie des écoles en France. Il y en a une qui leur paye leur équivalence, parce qu'elle est payante quand même. Il faut savoir que ça coûte entre 2 000 et 3 000, peut-être même un peu plus. Je pense que ça a augmenté un petit peu. Et puis, non, c'est vraiment pas... C'est pas un problème, on en manque. Donc, j'ai de la chance. Je suis dans un métier où il manque beaucoup d'opticiens au Québec. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter la France? Alors, on a quitté la France parce qu'on était entrepreneur. On n'était pas salariés. On commençait à trouver que c'était de plus en plus difficile d'être entrepreneur en France. Toi, t'en sais quelque chose aussi. Hein? Oui. Et puis, les enfants. Voilà, les enfants, les études, trouver du travail. On a de la chance d'être dans un pays où il y a 5% de chômage ou 6% de chômage. On sait que nos jeunes, ils vont trouver du travail facilement ici. Ça, c'est sûr. C'est motivant pour nos enfants, parce qu'ils avaient l'âge comme d'être étudiants quand on est parti. Toi, tu avais déjà un de tes enfants qui avait décidé à de venir l'université s'installer ici depuis 1 an, qui est arrivé 1 an avant nous. Aussi, comme ça, on s'est dit, on va se rapprocher de notre fils aîné. Et puis le deuxième, il m'avait dit aussi qu'il voulait faire ses études à Montréal. Alors on s'est dit, bon, le premier déjà, le deuxième va y aller. Nous, on en a un peu ras-le-bol aussi d'être entrepreneur en France. Alors on part. On a pris la décision en quelques jours. Et ça s'est fait rapidement pour vous? Oui, le visa, on l'a eu en 3 mois. Ça a été rapide. On s'est décidé en décembre, on a eu le visa en avril. On a mis la maison en vente en avril et puis on est arrivé ici en août. Alors, quelles ont été tes premières impressions quand tu as posé les pieds sur le sol québécois?
qu'est-ce que tu as aimé en fait? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui a fait que tu as su que ce serait là que tu viendrais t'installer? Ah, les gens sont plus cool. C'est l'ambiance plus... Je sais pas, j'ai pas trouvé d'inconvénient. Je trouve que tout est plus tranquille, tout est plus facile. Les gens sont gentils, c'est vrai, on dit que les Québécois sont gentils, mais vraiment, c'est vraiment gentil. Même les clients, on n'a pas de problème. Et puis, tout le monde nous dit qu'on a un joli accent, qu'on a un accent charmant, ça fait plaisir. C'est nous qui avons un accent, hein, donc on le sait. Hein. Ouais, les gens sont agréables. Le climat, ça pose pas de problème. On s'habitue. On s'habitue. Bon, en ce moment, on a des moins 30, c'est pas très... Par contre, pas le plus agréable, c'est ça. mais on va s'habituer. Tu es d'accord qu'il faut investir ici, dans son manteau, que ça sert à rien d'arriver avec des manteaux de France. Non. Des chaussures de France. Ça prend les équipements québécois, là, on n'a pas le choix. C'est vraiment les chaussures, les manteaux. Bon, un petit investissement de base. Qu'on ne regrette pas parce que, non, on ne regrette pas. L'investissement, on en a besoin. Oui, c'est ça. On a besoin. Le froid est bien là. Et donc, quand vous êtes arrivé, en fait, vous avez d'abord loué, vous avez acheté, c'était quoi votre démarche? On savait qu'on allait rester à Montréal, on avait tout vendu, hein, les maisons, les magasins, les voitures, bon, ça on savait, mais on ne s'est pas dépêché, on a loué, on ne savait pas dans quel quartier on voulait vivre, on s'est dit tranquillement, on commence par louer. Puis au bout de 2 ans, on savait, on a commencé à chercher, on a acheté une maison en mars l'année dernière, donc ça passe vite, ça fait bientôt 1 an. Et voilà, maintenant on a la maison et on se sent de plus en plus québécois. On est en visa de travail, mais après on a demandé la résidence permanente. Puis après, ce sera la nationalité. On va faire tout doucement les choses. Exactement. C'est ce qu'on veut. Et la famille, est-ce que c'est compliqué de vivre loin de la famille ou est-ce que, voilà, tu trouves On était déjà loin de la famille parce qu'on habitait Toulouse. Puis notre famille n'était pas du Sud, mais c'est sûr que c'est loin, c'est cher d'aller en France. Et puis... Parce que là, par exemple, pas longtemps, il y a un décès dans ma famille, je n'ai pas pu rentrer. Tu te dis que là, tu te sens un peu loin, quand c'est comme ça. Mais sinon, les gens viennent nous voir, c'est les vacances pour eux, ils sont contents pour les accueillir. Et... Ouais, c'est vrai. Un petit peu pour ça, la famille, ouais. Mais sinon, le reste, on a plein d'amis. On a plein d'amis ici, c'est parfait. Ouais, l'intégration se fait facilement. On connaît des Québécois, on connaît des Français. On n'a pas l'impression d'être seul. Il y a beaucoup d'immigrés français, donc on connaît pas mal d'immigrés français, puis on se sent moins seul dans notre démarche. On se dit, bon, il y en a aussi qui ont fait un peu la même chose que nous. Puis les Québécois sont très accueillants, toujours, bienvenue au Québec, ça vous plaît, pourquoi êtes-vous venu au Québec? Ils s'intéressent à notre démarche. Avoir quitté le sud de la pourquoi France. Pourquoi êtes-vous parti de Toulouse? Pourquoi êtes-vous venu? Oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, sont très... Ouais, les Québécois aiment bien savoir pourquoi les Français aiment leur coin et pourquoi ils viennent ici. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ils aiment ça. Beaucoup de questions. Ouais. Et si tu avais des conseils à donner à des personnes qui se posent des questions sur l'immigration, est-ce que pour toi, le voyage d'investigation, est-ce que le fait de venir la première fois, est-ce que c'est quelque chose d'important? On était venus 2 fois. On était venus en mars, donc il faisait frais, on voulait voir l'hiver. Et on était venus en septembre, la saison des couleurs aussi, ça nous avait beaucoup plu. Moi, je pense qu'il faut venir au moins 1 ou 2 fois. Tu ne peux pas décider de partir comme ça. Puis on en connaît qui ça ne leur a pas plu, hein, donc il faut quand même être sûr que ça va nous plaire. Oui, parce que ça fait un gros changement. Mais la mentalité... C'est des Américains qui parlent français. Je le vois tous les jours au travail. C'est pas des Français qui... Non, c'est pas des Français qui vivent en Amérique. C'est des Américains qui parlent français. Et puis, dans la façon de travailler, dans les collègues, ils sont un petit peu susceptibles quand même, un peu les Québécois, non? Les Français sont râleurs, mais je pense que les Québécois sont un peu susceptibles. Donc, ils ne comprennent pas les choses de la même façon. On ne voit pas les choses pareilles. Non, il faut... Oui, puis la communication marche sur des œufs. Des fois, on a l'impression qu'on ne se comprend pas. On aimerait bien se faire comprendre, puis on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. Ou de côté, on s'est dit, mince, je me suis mal pris, comment je pourrais faire Il y a le code québécois qui est bien pour ça. Tu sais, le livre, le code québécois. Tu l'as pas, là? Oui, voilà, celui-là, là, est super. Même dans le commerce, moi, ça m'a appris beaucoup de choses pour apprendre à comprendre mieux, à communiquer. Oui, c'est très intéressant. C'était un bon truc, ça. Ça m'a bien aidé. Bon, alors donc voilà, vous voulez immigrer. On va leur faire un peu de pub à Jean-Marc Léger et Jacques Nantel et Pierre Duhamel, le Code Québec. Et ce sont des Québécois qui parlent d'eux-mêmes. Ouais. Tu peux le relire de temps en temps pour te rappeler des choses parce que tu peux pas tout intégrer. Il y a quand même beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. Il n'est pas très gros, mais il y a écrit beaucoup de choses. C'est très intéressant. C'est ça, les 7 différences qui font que nous sommes un peuple unique au monde.
c'est vrai. C'est vrai. Ils sont uniques au monde. Donc, attachant aussi, très attachant. Non, mais c'est sûr que c'est un très, très bon livre. Et donc pour toi, l'installation facile? J'ai eu de la chance. Dans mon travail, j'ai eu de la chance de trouver facilement. Et ton mari les enfants sont très heureux ici, ils s'intègrent super bien. Tiens, en parlant d'enfants, l'école, alors quel a été le choix des écoles? Comment ça s'est passé? École, mon deuxième, il était en seconde en France, donc il a resté sa première et sa terminale. On ne voulait pas trop le changer, donc on l'a laissé dans l'école privée française, qui s'appelait le Marie de France. Ça s'est bien passé, il a intégré l'université là, en septembre. Ouais, tu sens une différence dans son intégration à l'université? Oui, l'université, ça les responsabilise beaucoup. Il faut qu'ils soient assez mûrs. Autonomes. Oui, puis je pense aussi que l'université ici, ça aide les jeunes. On sent qu'ils sont là pour les aider à réussir. Il me le dit souvent, hein, Mathis, oh là là, ça n'a rien à voir. On sent qu'on est... les profs veulent qu'on s'en sorte, ils se sentent poussés, il adore la fac, nous c'est pas la fac, c'est l'université ici, ils ne connaissent pas la fac, il adore ça. Donc il est à quelle université? C'est l'université de Montréal. D'accord, université de Montréal. Tu sais que c'est sur les dossiers, là, n'importe qui peut pas rentrer à l'université. Hein, voilà, alors explique-nous ça, comment ça se passe. C'est à peu près, je pense qu'ils prennent à peu près 10% de tous ceux qui appliquent. Et c'est un barrage. Il y a un barrage. Lié aux notes ou lié aux... Oui, lié aux notes. Dossier, sur dossier. Sur dossier. Ouais. S'il n'y a pas d'entretien, c'est le dossier. Si tu n'as pas un minimum de... Je crois que c'est 12. Enfin, ça dépend, c'est contingenté, la plupart des programmes. Mais je crois que c'est entre... si c'est la médecine, ça va être peut-être 16 de moyenne. Si c'est dans l'urbanisme, c'était 12. C'est ce qu'ils appellent la fameuse cote R. Ouais, la fameuse cote R, c'est une moyenne. Et si tu n'as pas la moyenne, tu passes pas dans le programme que tu as demandé. C'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. On ne rentre pas... Et je crois qu'il y a 10% des jeunes Québécois qui font des études. Justement à cause de cette... puis les autres travaillent. Le travail, c'est facile à trouver, donc... travail, puis après ils disent plus tard je retournerai en études ou pas, on verra. Ils sont très cool pour ça. C'est ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de stress pour les études. De toute façon, je crois qu'ils ne se mettent pas beaucoup de stress. Pour pas grand chose. En général. On aurait beaucoup à apprendre de tout ça, mais c'est vrai que... J'ai une collègue adorable qui n'ont pas vraiment fait des études, mais peut-être qu'ils y reviendront, ils ne savent pas, ils vont voir. Ils reprendront plus tard. C'est pas... Nous, on se met le stress, fais des études, tu trouveras du travail après. Eux, ils trouvent du travail, puis peut-être après, ils font des études s'ils ont besoin. C'est une mentalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au cégep. Le cégep leur ouvre déjà quand même des portes. Ouais, ils ont quel âge? 17 ans quand ils sortent du cégep, c'est ça? Non, ils ont 17 ans quand ils rentrent au cégep. Ils ont 19 ou 20 ans en fonction du nombre d'années. Et puis là, ils rentrent à l'université. À 19 ans, c'est ça. Ou pas. Ou pas. Ça dépend. Et c'est vrai que parfois... ils travaillent, puis ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire, puis ils disent tiens, je ferai peut-être bien ça, puis ils y retournent à 25 ans. Exactement. Ouais, et c'est vrai qu'ils sont très vite autonomes financièrement, en fait, parce que les jeunes commencent à travailler, il faut le savoir, à partir de 15 ans. Moi, j'ai des collègues qui travaillent le samedi et le dimanche pour se faire de l'argent en optique, là. Ils sont stylistes. Et ils repartent à l'université la semaine, puis ils se font un peu d'argent le week-end. J'en ai pas mal qui font ça. Et en termes de management, est-ce que tu ressens des différences? Oui, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie au Québec. On peut facilement... On tutoie ses patrons d'abord. On tutoie tout le monde, donc on tutoie ses patrons. Et puis, il y a très très peu de hiérarchie. Ouais, les gens sont facilement joignables, on peut échanger, discuter. Facilement, il faut pas hésiter, on peut parler, on peut dire que tu n'es pas d'accord, peu importe. Tu peux toujours donner ton opinion, c'est vraiment agréable. Moi, j'aime bien ces relations-là, c'est très agréable, le travail. Et est-ce que c'est... le coût de la vie, est-ce que c'est cher? Est-ce que tu trouves que le coût de la vie est cher? Est-ce que tu trouves que c'est... Enfin, toi qui as un salaire québécois, donc... mais déjà, on est mieux payé en opticien ici qu'en France. D'accord. Mais moi, personnellement, je m'en sors mieux ici. Donc, je pense que la vie n'est pas si chère que ça. Non, je pense que c'est... si tu compares entre, évidemment, l'euro et le dollar, c'est pas très intéressant. Mais on gagne des dollars et on travaille et on vit en dollars. Donc, non, c'est pas si cher. Peut-être si on veut manger comme on ferait en France, t'achètes moins de fromage, t'achètes moins
tout ce qui est le chocolat, tout ce qui coûte un peu cher, la charcuterie. Mais le chocolat est un produit de luxe, le fromage est un produit de luxe, c'est sûr. Ce sont des... Mais c'est ça, mais le reste, ça va. On mange bien quand même au Québec. Hein. Ah oui, puis on trouve de tout. On trouve de tout. On se régale. Et on ne mange pas que des hamburgers. Faire attention, parce que ça donne, le froid, ça donne envie de manger. Et faire attention. C'est ça. Et oui, donc si tu avais des conseils à donner à ces jeunes opticiens, des gens qui voudraient venir, comment doivent-ils faire? Les jeunes opticiens, ils auraient vraiment intérêt à bouger s'ils peuvent. Bah, même quand tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, pars, va ailleurs, va voir. Ouais. Puis fais de l'argent, Puis ici, tu peux être vite directeur, gérant, au bout d'1 an ou 2 ans, on te donne des postes à responsabilité, même quand tu es jeune. Moi, j'ai des gérants qui ont 25 ans, imagine. En France, tu n'as pas des gérants de 25 ans dans des magasins, ils font confiance aux jeunes, c'est formidable. Ouais, ça, c'est vrai. Et puis, au niveau de l'âge, on s'en fout. Hein. Moi, j'ai sur mes CV, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de photo, tu as ton nom, tu sais ce que tu sais faire, ils se foutent de savoir à quoi tu ressembles et quel âge tu as. Quelles sont tes origines et ouais, d'où tu viens, non, peu importe. Tu sais travailler, tu travailles. Puis si tu fais pas l'affaire, de toute façon, 2 jours après, on va te dire bye bye. Mais bon. C'est ça qu'il y a une facilité à nous dire. C'est rare parce que là où je travaille, non, c'est rare, mais ils sont plutôt contents de nous garder. C'est ça, en général. Nous garder. Non, mais c'est vrai qu'au niveau emploi, c'est plutôt le. Non, on dit la flexibilité, c'est dur et tout. Non, non. Non. On n'a pas plus de licenciements, même moi ici, je pense que c'est plutôt les gens, des fois, qui partent parce qu'ils ont trouvé un autre job. Alors les patrons disent, oh, on en a encore perdu un, il faut qu'on en retrouve un. C'est plutôt dans ce sens-là, la flexibilité. C'est ça. C'est plutôt les patrons qui sont en souffrance de voir partir leurs salariés, qui font tout pour les garder. Ouais. Et effectivement, je reconnais que on pense que c'est terrible de pouvoir licencier du jour au lendemain, mais non, ça permet un taux de chômage beaucoup plus bas. Et effectivement, ça permet que les salariés s'investissent réellement. Ouais. Et si t'es pas bien, tu changes de travail. Hein. Tu vas pas Exactement. rester à un endroit où t'es pas bien, faire une dépression. Non, t'es pas bien, tu changes. Non, puis un bon salarié, on le garde. Et un bon salarié, on le garde. Donc voilà, quelqu'un qui travaille bien, on le garde et on n'a pas envie de... Je crois que lorsque tu as quitté ta première entreprise, ils étaient un peu déçus. Hein, oui, c'est ça. Mais moi, je voulais évoluer et puis ça m'a permis de faire d'autres choses. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu aimerais redevenir entrepreneur? Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat au Québec... En France, plus jamais, ça c'est certain. Mais ici, peut-être sur une opportunité, oui. En plus, en étant entrepreneur ici, tu as moins de taxes, c'est beaucoup plus intéressant. Donc oui, ça devrait être très intéressant, mais j'ai pas encore trouvé l'opportunité, mais peut-être un jour. Peut-être un jour, c'est quelque chose auquel tu songerais à nouveau. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, si je trouve une bonne opportunité, ça peut se faire. Ouais, parce que l'inconvénient des salaires ici, des salariés, il y en a quand même un, c'est les congés payés. Ah oui, parlons des congés payés alors. Comment ça se passe ici? C'est pour tout le monde 2 semaines. Donc quand tu arrives de France, tu es à ton compte, t'en prends tant que tu veux. Bon, 2 semaines de congés payés et aussi souvent 2 semaines non payées. Tu peux prendre sans solde. Bon, tu peux prendre. Mais c'est vrai que c'est juste 2 semaines de congés payés pour la plupart. Hein. Puis les Québécois, ils prennent leurs 2 semaines, puis très peu plus. Hein. Et généralement, je crois qu'au bout de 5 ans d'ancienneté, ils te rajoutent 1 semaine dans la plupart des entreprises. Donc si tu as fait 10 ans au même endroit, peut-être à 4 semaines. Mais si, comme souvent, ils changent souvent de job, ils restent à 2 semaines. C'est ça. Ouais, c'est ça, un petit peu ça le... C'est vrai qu'on pense un petit peu moins en vacances et un petit peu plus au travail. Mais vu qu'au travail, on est un petit peu plus cool et plus zen, j'ai l'impression qu'on est moins stressé, puis que tu as moins besoin de vacances. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Moi, ça ne manque pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que les horaires sont compliqués ou est-ce que c'est... Dans les commerces, la plupart du temps, c'est ouvert tout le temps. Donc, on fait un dimanche de temps en temps. Mais c'est pas grave, on fait des roulements, on est nombreux. C'est vrai qu'on est nombreux. Comme les taxes sont pas très importantes, les patrons embauchent beaucoup. Donc il y a beaucoup de salariés, ce qui permet de tourner et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui travaillent le dimanche. Puis tu ne fais pas toi toute seule le job de 2 personnes et que tu n'es pas speedé et stressé, tu as le temps de faire ton travail, on est nombreux pour le faire, c'est bien fait, on veut du service. Donc comme on veut du service, il faut qu'il y ait du monde pour faire du service. Donc on n'est pas serré, stressé, on a l'impression qu'on a le temps de faire notre travail. Ça, c'est agréable, l'ambiance est super au travail. Donc si vous voulez des belles lunettes comme moi, j'en ai même une autre paire. Oui. Que vous ne verrez peut-être pas parce que...
tu les mettras peut-être une Voilà, fois. il va peut-être falloir que je change les verres. Ah, Si vous voulez des belles paires de lunettes, bah, vous allez voir Anne-Sophie. Ouais. Mais donc voilà. Et donc si tu es une famille qui souhaite immigrer, est-ce que c'est facile d'immigrer en famille, d'arriver avec tout le monde? Est-ce que moralement, alors pas ton fils aîné qui était arrivé avant vous, mais est-ce que le deuxième a eu le sentiment de perdre des amis? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Il avait quoi, 17 ans, 16 ans? Il avait 16 ans quand on est arrivé. Peut-être au début, il s'est dit, bon, il va peut-être perdre des choses, mais même au bout de 3 mois, je lui ai demandé, alors ça te dirait de revenir en France? Ah non, surtout pas, c'est beaucoup mieux le Québec, il a gagné en indépendance. Un jeune, tu le laisses aller prendre le métro, aller en ville, il rentre à 3 h du matin, tu t'inquiètes pas pour lui, tu sais qu'il va pas faire des mauvaises rencontres entre le métro, la maison. On est dans une ville où il y a beaucoup de sécurité, c'est ça qui est incroyable. C'est vrai on ne s'inquiète pas pour nos enfants, ils ont gagné de la liberté parce qu'il y a moins d'insécurité, ils se promènent, puis quand ils rentrent tard, bon, tu t'inquiètes pas, tu vas pas le chercher, ils rentrent en métro, en bus, ils se débrouillent. À pied. À pied, oui, mais bon, non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai que c'est ça qui est agréable. C'est une ville très sécuritaire et c'est vrai qu'en tant que parent, ça... Bah, on est vraiment plus cool hein, pour ça, c'est vraiment agréable. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, ça c'est quelque chose de... Enfin, je trouve que ça n'a pas de prix, ça. Puis c'est vraiment non, bien. mais c'est vrai que ça n'a pas de prix et c'est vrai que c'est très agréable. Ouais. Et c'est sûr que... On ne verra pas en arrière pour ça. Hein, non, moi je le vois. J'ai deux jeunes filles adolescentes, 2 grands garçons. Ouais. Mais moi j'ai 2 même garçons, mais voilà, les même filles, les 2 jeunes filles, on se... Et je réalise que ce sera facile de les laisser sortir et ce sera facile de les laisser aller. Tu ne les laisserais pas sortir comme ça si tu étais restée en France. Non, elle prendrait... Non, c'est clair. C'est facile, je les emmènerais et puis je retournerais les chercher à 2-3 heures du matin. Et c'est ce que je faisais avec mes garçons. Hein, voilà, mais non, c'est sûr que... Ça, c'est bien agréable. Non, c'est ça, et, la qualité de la vie. C'est ça, qualité de vie bien douce. Et si tu as des conseils à donner, en petit mot de la fin, en conclusion, mis à part le fait d'essayer, tenter votre chance. Oui, mais est-ce que ça se prépare quand même? Sinon, on n'a pas tellement préparé, on a pris notre décision. Tout le monde a dit, mais vous n'avez pas un peu trop vite pris votre décision, vous avez bien réfléchi. Mais à quoi ça sert? Enfin, dans le fond, tu as beau réfléchir, si tu ne te lances pas, tu n'y vas jamais. Et puis, on a sorti notre zone de confort, on n'a pas pris des risques énormes non plus, parce que financièrement, on avait vendu la maison, on n'allait pas comme ça, sans rien, tu n'immigres pas sans argent quand même, il faut un minimum. Il faut quand même un petit bagage. Oui, mais... À moins de ne pas avoir d'enfants. Puis bon, tout le monde parle français ici, donc on savait qu'on partait pas non plus dans un pays où on aurait du mal à se faire comprendre, c'est ça qui est facile. Non, je pense que si vraiment on en a envie, si tout le monde a envie, si on n'oblige personne à partir, si c'est un choix. C'est un choix de famille, nous c'était vraiment ça. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien dans le fond. Et qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas convenir à certains? Je sais pas, parce qu'on en connaît quelques-uns à qui ça n'a pas convenu. Peut-être la mentalité, peut-être des gens qui comparent trop. Il ne faut pas comparer à ce qu'on a perdu en France. Parce que souvent, ceux qui ne se plaisent pas, c'est parce qu'ils disent « Ouais, mais en France, on avait ça, en France, on avait ci. » Non, t'es parti, tu ne peux pas avoir la même chose. Donc... tu vois, notre famille, quand ils viennent, souvent, ils disent « Ah ici, c'est comme ça, mais en France, c'est comme ça. » Mais nous, on a fini, on ne fait plus ça, on ne compare plus. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on est bien, parce qu'on est dans la mentalité, on a lâché on a lâché, puis ça. On était prêt à ne pas comparer. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. Ouais, voilà, joli mot de la fin, ne comparons pas. Et puis, nous, on se retrouve après la pause. L'instant coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Bien aujourd'hui, on va continuer à bouger, à changer, dans la transformation, à se poser des questions sur son projet d'immigration éventuellement ou de changement de vie professionnelle. Et pour ça, Géraldine, j'avais juste envie de te demander qu'est-ce que tu ferais si tu avais pour consigne de devoir convaincre un auditoire de 30 personnes en 60 secondes du bien fondé de ton projet. Écoute, sur quoi tu t'appuierais? Je pense que je parlerai de ce que je sais faire. Oui, j'aime bien ce que tu dis, de ce que tu sais faire. Eh bien, c'est ça. En fait, l'important, c'est de parler de ce qu'on sait faire, mais aussi de ce qu'on a déjà fait. Et c'est ce qui m'amène plus ou moins
introduire notre sujet du jour, c'est l'importance de capitaliser sur ces expériences. Et oui, vous allez devoir convaincre votre auditoire, votre employeur, votre futur employeur, convaincre votre banquier, convaincre votre famille. Sur quoi vous allez vous appuyer? Pensez à vos expériences. Et pour se rappeler de ce qu'on a fait, de ce qu'on sait faire, eh bien, pourquoi pas établir une liste, la liste de vos succès. Prendre une feuille blanche et énumérer tout ce que vous avez fait et surtout ce dont vous êtes fier. C'est important de regarder cette liste avec fierté et d'essayer de voir quels enseignements vous pourriez en tirer. Qu'est-ce que cela vous enseigne? De se concentrer là-dessus. Et je vous propose, pourquoi pas, de créer l'image mentale de vos réussites et de votre réussite future. De visualiser tout ça, de lui donner une couleur, une forme, de la faire vivre. Qu'il y a dans votre projet, dans votre image de la réussite ou dans vos images de réussite, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos réalisations. Il est important de capitaliser sur ces savoir-faire, sur ces expériences. Et justement, cet auditoire, une fois que vous avez fait votre pitch de 60 secondes, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Qu'est-ce qu'il retiendrait de vos forces? Et je terminerai juste avec une citation d'Alphonse Daudet qui dit qu'une expérience bien faite est toujours positive. Ouais, effectivement, écoutez, on va vous laisser à votre liste de succès que vous allez nous préparer pour la semaine prochaine. Et de réussite. Et de réussite. Et ouais, c'est une belle réflexion. Et puis, n'oubliez pas, Hélène est là pour vous aider à préparer, vous accompagner à préparer un entretien de recrutement. Et puis, pour vous aider à trouver des outils et des techniques de recherche d'emploi. Enfin voilà, coach en transition de carrière, en changement, en vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces services. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles idées de réflexion, un nouveau voyage intersidéral au niveau du cerveau. Et merci Hélène. Merci Géraldine. Bonne semaine à tous. Au revoir.